Si je te dis miniaturiste, tu penses à quoi ? Parce que quand j'ai dit à mes potes que j'allais recevoir à mon micro une miniaturiste, je t'avoue que je m'attendais pas à leur réaction, qui m'était de deux types. D'abord, miniaturiste, ok, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Bon, pourquoi pas ? Et la deuxième, qui elle me fait beaucoup rire et qui est, je trouve, très symptomatique de notre époque, ça a été « Trop cool, elle fait des miniatures YouTube du coup ?» Alors non, une miniaturiste fait des miniatures, certes, mais des miniatures, pas des miniatures YouTube. C'est comme si je te disais que je fais du podcast, ça veut pas forcément dire que je fais des vidéos podcast sur YouTube. Ça, on le laisse à 2010. Bonjour, c'est Cypria et je voulais vous parler d'une musique. La miniature, c'est ce que je pourrais aussi appeler du travail de maquette ou de modélisme. C'est de reproduire à échelle un lieu, par exemple, avec tous les détails de ces petits objets, de la déco, vraiment absolument tous les éléments, ou aussi de se servir en fait de ses connaissances pour créer des univers à part entière, mais en petit. Voilà, tout simplement. C'est une pratique qui date pas d'hier et qui a été certes énormément remplacée par du modélisme 3D aujourd'hui qui peut être fait facilement avec des logiciels, mais comme toute pratique créative, aujourd'hui le miniaturisme revient à la mode. Déjà parce que c'est encore très présent dans plein de domaines, je pense notamment au cinéma, et pas que aux films d'animation d'ailleurs, au théâtre, à l'architecture bien sûr, mais aussi à la déco. Par exemple, tu as peut-être pu voir passer ces dernières années ces espèces de tout petits univers, par exemple un petit café trop mignon ou un atelier d'alchimiste qui sont faits vraiment assez profondément et en hauteur, avec plein de petits détails et que tu peux glisser entre deux livres dans ta bibliothèque pour avoir un peu une petite porte ouverte sur un univers magique. Ben ça, c'est de la miniature. Sauf que c'est de la miniature où tu achètes un kit que tu vas ensuite assembler et tu as ton univers. Mais les miniaturistes, c'est des personnes qui, elles, créent tout de A à Z. Et rien que pour ça, elles ont mon respect infini. C'est un travail qui mêle patience, minutie, précision, mais aussi plein de disciplines différentes. Parce qu'il faut être capable de le coudre, ce canapé que tu as envie de reproduire en tout petit, tout en étant capable également de créer une petite lampe qui va s'allumer et s'éteindre sur un bureau. Ce genre de choses. Et le tout fait moins de 5 cm. Et c'est magique. Tellement magique que quand j'ai vu passer une vidéo de Julie Chalmin sur TikTok, un soir où je scrollais, voilà, fallait bien rentabiliser un petit peu ses heures perdues, je lui ai écrit et je lui ai demandé si elle était partante pour venir parler de miniatures dans le Clou Clou Club. Est-ce que tu es bien installée ? Très bien, là, ça va, ouais. Le petit micro, il est posé tout droit. Je suis prête. C'est parti. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 23 ans. J'ai fait un DNMA dans design d'espace scénographie. Oh, ok. Je l'ai terminé il y a 2 ans. Après ça, j'ai fait 1 an de stage. Et là, ça fait 2 ans que je ne fais rien. Enfin, que je fais rien. Et en même temps, des trucs à côté, mais je travaille pas. Là, j'ai créé mon activité en septembre, donc c'est tout récent. D'accord. Et à la base, je voulais être en freelance pour faire de la scénographie ou faire des décors miniatures pour les films en stop motion. Oh, donc c'est vraiment une année ouais. de prospection, je cherche du travail et tout. Et peut-être que je vais prendre une voie différente puisqu'il y a quelque chose qui marche, qui prend sur TikTok ouais, petit à petit. Qui était un peu inattendu. Et... C'est vrai ? Ouais. T'étais intéressée par, à la base, du coup, plutôt les films d'animation, en stop motion, c'est ça. pas faire de la scéno pour des pièces de théâtre ou pour des clips ou... Ça, au départ, parce qu'au tout début, quand j'étais plus jeune, donc au lycée, je voulais être comédienne, j'adorais le théâtre. C'est pendant mon stage de 3e que j'ai fait un stage à l'Opéra Comique et j'ai découvert en fait tous les métiers autour de la scène, quoi. Je me dis, bon... En fait, il y a trop de trucs qui m'intéressent. Je voulais être machiniste, être à la régie, ingé son, enfin tout. Et en fait, je me suis dit, bon, le décor, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans des études de scénographie. Et c'est pendant mes études qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement large. Enfin, il y avait la scénographie de musée, théâtre, opéra, J'avoue, pour les musée, films. En fait, c'est les mêmes études. Je n'y avais pas pensé, tu vois. C'est hyper large, en fait. Du coup, vu que j'avais déjà... plein de petites madeleines de Proust que je voulais explorer, je me suis dit mais en fait ça peut totalement s'adapter à mon parcours et du coup le décor miniature ça a été la suite du parcours, on va dire. Ok. Comment est-ce que tu as fait aussi pour rencontrer des professionnels pour des stages, des trucs comme ça, parce que ça peut être très intimidant, tu vois. Ouais. Alors ça, alors déjà mon premier stage du coup à l'Opéra Comique, j'ai eu beaucoup de chance. C'est ma maman, elle a un ami, sa fille est metteuse en scène. Et du coup,
pendant une semaine, je l'ai suivi, j'ai regardé sa pièce, comment elle montait, et j'ai pu rencontrer plein de gens. Donc là, ça a été un plein coup de chance. Créatifs, c'est incroyable. C'était génial. Et surtout, ce qui m'a le plus intéressé, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, c'était les machinistes, et ils aidaient aussi à faire la scéno. Et en fait, j'ai dû les aider à monter une roue de la torture. J'ai adoré. Ça m'a convaincue. J'achète. Ça part en extrait sur les réseaux, cette partie-là. Trop bien. Voilà. Ok. Et sinon, alors j'ai fait mon stage qui m'a le plus formée, qui me tenait le plus à cœur, parce que c'était un rêve absolu. J'ai fait un stage à Walt Disney Imagineering et à Euro Disneyland Imagineering, qui sont en fait les deux entreprises au cœur de la création des décors, en fait tout ce qui concerne l'immersion dans le parc Disneyland Paris. Donc la musique, les lumières, les décors, les boutiques, tout, le paysagisme. Et en fait, c'est mon meilleur ami. Il avait un contact d'une meuf qui connaissait quelqu'un qui travaillait à Disney. Je l'ai contactée par mail et puis elle m'a donné le contact de quelqu'un qui connaissait. Alors, moi, je suis allée sur LinkedIn. Hein. Mais je suis pas allée chercher très loin. J'ai cherché PDG, voilà, CEO. T'écris à tout le monde. Ouais, tu vois c'est ce que ça donne. Et je suis tombée sur une personne hyper bienveillante qui m'a invitée chez elle, qui m'a dit donne-moi ton. Alors moi, j'ai fait une technique. Qui je pense m'a beaucoup aidée, c'est que j'avais une prof du coup de culture design qui nous a dit là c'est la période des stages, donc faites vos books et pour vous amuser faites un book que vous n'enverrez jamais, donc dans un format pas du tout professionnel, complètement fou, et du coup moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une espèce dans une boîte d'allumettes, j'avais recréé un fond marin et j'avais mis une clé USB avec mon book, mon CV dedans, mais du coup un peu comme si elle avait été oubliée au fond de l'océan, mais je me suis dit c'est pas du tout professionnel, c'est pas ce qu'on attend dans le monde du travail, donc ça passera jamais. Et en fait elle nous a pranké en fait. Elle nous a dit mais voilà, c'est quand il y a plus de contraintes, vous faites des trucs fous et ça marche. Et ça, j'ai donné du coup ma petite boîte à la personne qui l'a transmis après à d'autres personnes dans les bureaux, et ça le lendemain on m'a rappelé parce que c'était tellement fou et créatif que ça correspondait totalement à l'univers de l'entreprise en fait. Et voilà, je trouve que ça a été une super idée, et si ça peut inspirer d'autres personnes à se démarquer, surtout dans le milieu créatif en plus. Enfin, on attend tellement des profils un peu inattendus qui ont vraiment quelque chose à rajouter, une identité, qu'en fait c'est en se lâchant et en se donnant aucune contrainte finalement. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais... on va un petit peu vite en besogne, reprenons les bonnes habitudes. J'ai évidemment choisi une citation qui me faisait penser à Julie. Je la lui ai donnée et je lui ai demandé de me dire ce qu'elle en pensait. Créer, c'est se souvenir. Victor Hugo, source, la fame du gars. J'avais pas de source, j'ai pas trouvé. Okay. J'arrêtais pas de trouver créer, c'est se souvenir de Victor Hugo. J'ai cherché de où, quoi, comment. Pas de source. Donc on va dire qu'il a dit ça. Ouais. Mais ça te fait penser à quoi ? Forcément, ça m'inspire énormément parce que c'est un peu... la quête de ma vie, de récolter le plus de souvenirs possible, de rien oublier, de chérir ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et d'essayer de le matérialiser un maximum, et aussi pour peut-être le rendre aussi accessible à d'autres personnes, parce que il y a plein de choses qui m'inspirent, mais qui sont tellement immatérielles, comme par exemple mes rêves d'enfance, ces espèces d'atmosphères un peu étranges. Je pense que tout le monde capte ce truc de quand t'es enfant, tu fais des rêves un peu bizarres avec une ambiance un peu particulière. Ouais. Comment la matérialiser, comment la retrouver, comment être sûr de pas oublier. Voilà, moi c'est... Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'oublier ? Je pense, d'une certaine manière, j'ai vu que j'ai toujours peur de pas profiter de l'instant présent. Je profite surtout en me souvenant. Et ça me réconforte. Et le fait d'oublier, c'est comme si je perdais un peu de vie. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si j'avais pas vraiment profité. Parce qu'un moment que tu chéris, tu le revis sans cesse. Aussi en le racontant, en le mettant en scène, en faisant des... Puis tu le transformes à chaque fois que tu le racontes, à chaque fois que tu le mets en scène. C'est ça, il continue de vivre, tu continues à être dedans, quoi. Et puis, c'est tellement précieux, il y a tellement de souvenirs qui sont précieux à mes yeux et que j'aimerais partager avec des personnes aussi que je viens de rencontrer, des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, et j'aimerais qu'elles comprennent, j'aimerais qu'elles soient là. Ouais, donc voilà. Mais par exemple, mes rêves, tu vois, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de rêves lucides.
énormément. Et du coup, c'était des espaces complètement inaccessibles, Donc, à part pour moi. Les rêves lucides, c'est ceux où tu as conscience que tu es dans un rêve et où tu peux prendre des décisions. En fait, Oui, dans ce rêve-là, tu choisis de, par exemple, ah non, je pars à gauche et pas à droite, je vais monter à cet arbre plutôt que de descendre. Enfin, ouais, c'est ça. Et moi, en général, dans mes rêves, j'allais toujours au même endroit, je retournais chez mes grands-parents. C'est rare d'en faire autant. Ouais, je sais pas, je me demande si ça n'a pas un rapport avec mon besoin d'évasion. Mais j'allais tout le temps, tu vois, je retournais tout le temps chez mes grands-parents. Donc une maison. Ouais. Si je souligne ce terme, la maison, c'est tout simplement parce qu'on a ce point commun avec Julie, d'aimer beaucoup la maison, de se créer des lieux à soi, de se créer des petits refuges. Et en l'occurrence, si tu vas voir un petit peu ses créations sur ses comptes, tu vas vite te rendre compte qu'elle ne fait que des intérieurs. Des intérieurs de chambre, mais pas que, aussi des intérieurs en travaux, en train d'être peints avec un escabeau, une bâche au sol, des intérieurs un peu plus datés, ce genre de choses. Ou alors un lieu qui m'a toujours fascinée, qui est Disneyland Paris. J'y suis tellement allée dans mes rêves que en fait il a un autre visage et j'y retourne et c'est toujours le même. Et du coup il y a plein de lieux comme ça dans lesquels je suis retournée dans mes rêves, que j'ai envie de matérialiser. Ce sera peut-être l'objet d'un de mes prochains projets, où j'ai envie de mettre en miniature un truc qui est purement un souvenir lointain, d'enfance. C'est reconstruire à partir de ta mémoire, et pas c'est ça. Mais j'ai pas de photos, pas de références, rien du tout, c'est que ma mémoire, donc voilà. C'est trop beau. Ça me parle énormément, ce truc-là. Oui, parce que tu vois, je l'ai choisi à la base, cette citation, d'un point de vue bien plus pragmatique, qui est que tu as reconstitué la chambre de ta meilleure amie avant son déménagement, ce qui est déjà extrêmement mignon. Mais ça t'a pris, je crois, c'est 7 mois de travail. Ouais. Assez impressionnant pour pas qu'elle oublie, finalement, cette chambre-là, et toi non plus, et tout ce qui, je suppose, est lié à cet endroit, et puis à elle, qu'elle puisse en prendre un peu de sa maison avec elle. C'est quelqu'un aussi qui est exactement comme moi, très très nostalgique, qui a elle a fait une collection, parce qu'elle fait de la mode, elle a fait une collection qui s'appelle Revoir. Donc il y a ce rapport-là à la nostalgie, au fait c'est une grande collectionneuse de souvenirs aussi, donc c'était un projet qui était pour elle, il fallait que je le fasse. Donc c'est complètement dans le thème, c'est vrai. J'ai même pas pensé à ça. L'univers de Julie me paraît assez clair. On a une idée de ses inspirations, de ses motivations. Et maintenant, la grande question qui me taraude, c'est de savoir comment est-ce qu'elle fait ses miniatures. Concrètement, d'un point de vue plus technique. Quel est son processus créatif ? Parce que pour moi, tout ce qu'elle fait, là, encore une fois, ça demande énormément de patience, de minutie et plein de compétences différentes qui me paraissent très flou et très éloigné de ce dont je suis capable. Donc quand je vois le résultat final, je t'avoue que j'ai aucune idée de comment est-ce qu'elle a procédé. Comment est-ce qu'elle a fait pour faire ces draps qui sont défaits sur un petit lit bas ? Comment est-ce qu'elle s'y est prise pour agencer toutes ces photos, ces posters qui sont collés au mur ? Mur qui n'est d'ailleurs pas tout à fait droit ni dans un état incroyable. Ce plancher qui grince à certains endroits. Ou encore ce radiateur qui n'est pas fait en fonte et pourtant qui en a tout l'air. Ça paraît un peu simple, mais c'est vraiment la base de tout, c'est des centaines de prises de mesure pour être sûr que tout, à la fin, vu que du coup je vais le mettre à l'échelle, moi je travaille à l'échelle 1/12, que tout ait une cohérence. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui est un peu trop gros ou un peu trop petit, ça va casser le réalisme et ça va sortir de l'immersion. Ouais. Donc ça part de là. Après, je fais des plans un peu grossier, on va dire, pour avoir une idée même de le carton, comment je le découpe, les parties que j'ai utilisées ou quoi. Et puis après, je laisse aussi beaucoup place à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est imparfait, j'aurais plus tendance à le laisser que quelque chose qui est trop parfait, mais qui manque de cachet ou d'émotion, tu vois. Donc, et pas tomber dans le piège de l'appartement témoin, justement. Avoir ce truc de, en fait, il y a quelqu'un qui y vit, donc les draps sont mal faits, la chaise, elle est pas complètement calée dans le truc. Enfin, c'est se laisser un peu vivre, laisser une place à l'erreur. Et
Et tu prends des photos aussi ou tu filmes Ouais. Oui. Bah, Ok. je prends beaucoup de photos, mais bon, après, là, j'avais l'occasion d'y retourner beaucoup aussi. Bah, Enfin, t'es allée c'est un lieu avec que je ton connais. maître. Ouais, Ton maître et c'est ça. ton portable pour prendre des photos. Ouais, et voilà. puis, enfin, c'est un lieu que je connais par cœur aussi. Enfin, Ouais. c'est une chambre dans laquelle j'ai aussi un peu grandi à ma manière. Mhm. J'ai passé tellement de temps avec elle dans cet endroit que, bah, ça, il y avait ce truc de moi aussi, j'y mettais aussi un peu peut-être mon regard et mes souvenirs et ça, cet objet-là, il a son importance pour moi, peut-être moins pour elle, mais pour moi, j'aimerais bien le mettre parce que c'est aussi caractéristique de elle, son identité. Moi déjà depuis très longtemps, je suis beaucoup d'artistes miniaturistes. Moi, je suis fanatique des making-of, des films de stop motion. Enfin, donc bon, c'est très très inspirant. Et en fait, c'était dans un making-of pour le film Coraline. Ouais. Ils montraient que par exemple, tu sais, dans la scène, je sais pas si tu vois, mais du jardin, il y a des fleurs qui s'ouvrent. Mhm. Et ben en fait, ils ont récupéré un jouet pour chien et ils ont planté des trucs dedans. Et en fait, vu que c'est en caoutchouc, tu peux tirer. Ça, Et ça enfin, fait bouger, ouais, c'est hyper ingénieux. Et du coup, j'ai commencé il y a un petit moment maintenant à, en fait, dès que je vois des objets, des formes un peu bizarres, j'essaie de les récupérer et de me dire, bon, bah, est-ce que ça peut avoir un potentiel pour le transformer en autre chose? Donc, il y a beaucoup de récup. Après, j'ai assez peu de ressources aussi. Enfin, vu que je fais tout à la main, je suis obligée de faire un peu de la sculpture, entre guillemets. Ouais. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire la base du volume en carton. Mhm. Et après, travailler avec de la résine UV, renforcée, poncée. Donc voilà, rajouter du volume petit à petit. Et Tu sinon, couds aussi quand il y a des tissus, des choses comme ça. ouais. Bon, ça, c'est pas à l'échelle si on regarde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Ça c'est quand même fera l'affaire. impressionnant. Mais ouais, enfin, je sais pas si tu parlais des rideaux ou du canapé, Ouais, par exemple. Ouais, exactement. En fait, j'étais assez impressionnée, tu vois, de voir que aussi bien un fauteuil que un mannequin, justement, sur lequel il y a une des tenues de la collection, je suppose, Oui, ouais, c'est ça. de ta meilleure amie, ce genre de détails, tout y est, quoi. Et ça demande quand même, effectivement, plusieurs compétences techniques aussi, et pas que de l'assemblage, mais comme tu dis, de pouvoir modéliser des objets à proprement parler, de coudre, de toucher à plein de techniques à la fois. Ça vient surtout du fait que depuis toute petite, je bricole, quoi. Mhm. Donc, j'ai testé plein de techniques. J'ai fait de la sculpture, de la peinture, du théâtre, du chant, de tout et n'importe quoi, de la broderie, des perles. Enfin, j'ai tout testé. Je faisais beaucoup aussi de fimo quand j'étais petite. Ça m'a énormément formée. Mais j'ai une espèce de curiosité qui fait que j'ai envie de tester plein de matériaux et ça me permet aussi d'avoir des facilités pour imaginer le potentiel de certaines techniques ou de projeter comment la personne elle a pu faire. Voilà. Et puis aussi, il y a tellement de tutos aujourd'hui et de vidéos de reels de gens qui montrent comment ils font. Enfin, c'est juste impressionnant et c'est très très inspirant. Enfin, moi je m'inspire beaucoup de ça et j'ai beaucoup appris aussi en regardant d'autres plus forts faire et montrer et avoir la générosité aussi de détailler leur processus parce que c'est quelque chose qui serait aussi en droit de garder pour eux ou de faire payer pour y avoir accès parce que c'est des techniques. Enfin, ça demande c'est un peu de l'artisanat quoi quand on y pense. Tu te considères comme créative ? Ouais, aujourd'hui ouais. Franchement, ouais, je me rends compte que j'ai du mal à passer une journée sans bidouiller un truc, quoi. C'est vrai. Et j'adore, j'ai besoin, ça me nourrit beaucoup et même quand je me repose, quand je fais rien, entre guillemets, en fait, je fais pas rien, je m'inspire, ça me fait penser à d'autres choses, ça me donne des idées. Du coup, ouais, c'est quelque chose que je cultive vachement. Pas toujours en m'en rendant compte, mais je me rends compte, en fait, quand je travaille, qu'il y a des trucs, je sais d'où ça vient, quoi. J'arrive à retracer un peu le processus, le cheminement, et donc, ouais, je me considère aujourd'hui comme quelqu'un de créatif, ouais. Tu collectes aussi un peu tes inspirations, au même titre que tu collectes le reste ? Ouais, je vais te montrer quelque chose, attends. Vas-y. Alors, elle est en train de chercher dans son sac. Ah, oh, waouh. Alors, il y a une petite boîte fleurie avec plein... moi, je vois juste des petits papiers. Si je regarde au hasard, il y a marqué miniature, musée Mia, Art Nouveau, architecture. On dirait des fiches de révision. Ouais, vues comme c'est un peu ça. Parce que j'ai une mémoire catastrophique et dès qu'il faut parler d'artistes, je ne sais jamais bien en parler et donner les noms. Donc ça ne sert à rien. Du coup, je me fais des fiches. Je me fais des fiches d'artistes. En fait, là, c'est comme des petits dossiers. Et puis après, j'imprime et je le remplis un peu à fur et à mesure. Et il y a un peu de tout. Du coup, il y a plein de photos en fait de lieux que tu as imprimés. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Donc en fait,
Oui, c'est... Mais il y a de tout, il y a des films... C'est ton encyclopédie à toi, ouais, quoi. c'est ça. Et même, ne serait-ce que les identifier, C'est ça beau. ça m'aide énormément aussi. Et tu mets ça sous forme de petites boîtes et du coup de petits dossiers. Enfin, Ouais. vraiment, tu sais, si vous voyez dans les séries, genre les tiroirs années 50 où il y a plein de petits dossiers et il y a la main qui passe pour tirer un dossier, c'est exactement ça. C'est assez impressionnant. Et c'est ma prof de culture design, pareil, qui nous avait dit de faire faire quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça aide énormément, parce que bon, moi j'utilise Pinterest, Instagram, voilà. Mais bon, c'est assez limité, et même pour avoir le vrai nom des œuvres, un contexte, ça me force à faire des recherches, à cumuler en fait plein des lectures, regarder des vidéos, des podcasts, pour vraiment avoir une information un peu complète sur la personne, sur l'artiste, sur l'œuvre en question. Donc, Et tu te trimbales toujours avec ? Non, là c'était vraiment pour le podcast. Je me suis dit, si jamais j'ai envie de parler d'un artiste et que j'ai pas le nom, je vais m'en vouloir, donc je le prends au cas où. Ah, c'est génial, Ouais. ok. Non, mais je fais un petit ASMR. 7 minutes ASMR t'était offerte par le Clo-Clo Club. Maintenant, on peut passer au moment qui est généralement le préféré de mes invités, à savoir... Petit jeu, c'est le petit jeu. On va jouer au jeu, c'est le petit jeu. Hop, la délicatesse. J'ai pris des informations et des faits liés à la miniature, aux maquettes, au modélisme, voilà, dans l'esprit. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que le mot miniature vient de minuscule ? Bah, je pense, oui. Ça aurait du sens. C'est faux. Quoi ? C'est totalement faux. Et oui, c'est un abus de langage parce que d'abord, alors, j'ai été chercher tout, site Académie française, tout ça. Ok. C'est d'abord en fait une lettre peinte au minium. Et en fait, le minium, c'est un pigment d'oxyde de plomb qui est rouge-orangé. Et au Moyen-Âge, il était utilisé pour les lettres, notamment les manuscrits. Mais ça pouvait aussi concerner des très grandes lettres et pas juste une toute petite. Le côté miniature, il est venu par la suite. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a un terme, du coup, en italien, c'est juste parce que c'est italien que ça m'a fait rire, qui s'appelle l'arte del migno. C'est l'art de peindre avec du minium. Voilà. Ok, waouh. Donc, la miniature, ça vient de là. Ça n'a rien à voir avec minuscule, mini. Ah ouais, ok. Les maquettes existent depuis l'Antiquité. Oui, ça m'étonnerait pas. C'est totalement vrai. Aussi bien en architecture que pour des objets, pour aussi pas mal la navigation, les bateaux. Ouais, bien sûr, ouais. D'ailleurs, en parlant de bateaux, le film Titanic utilise une maquette de bateau de 6 mètres de long. Oui, ça, je crois que c'est vrai. Alors, c'est vrai et c'est faux. Pourquoi ? Parce que celle de 6 mètres de long, c'est la toute première maquette qui a été faite, mais elle ne sert pas du tout à l'écran pour filmer. Par contre, là où ça rejoint un peu ton métier aussi de scénographe, je trouvais ça intéressant, elle a servi en fait à définir toute l'organisation du tournage et à planifier la mise en scène. Ok. Celle de 6 mètres. Et après, ils en ont fait une de 13-14 mètres de long, et c'est celle-là qu'on voit dans le film. Ok, oui. Là, je pensais à la scène, par exemple, où il y a l'eau. Ouais, j'avais vu des images incroyables. C'est assez impressionnant, franchement. C'est ouf. Mais du coup, celle de 6 mètres, en fait, ils s'en sont servis avec une caméra pour voir les déplacements, voir où est-ce qu'ils allaient faire tel plan, comment ils allaient s'organiser. C'était plus un outil, ouais, c'était pas prévu comme ça, mais en tout cas, ça s'est fait de cette façon. Et à date, les deux, et notamment la deuxième maquette du Titanic, sont les représentations les plus fidèles et détaillées du vrai bateau qui existe. Ouais. Bah, oui. Ce qui est assez fou. Ouais. Film d'animation. L'île aux chiens de Wes Anderson compte 17 décors originaux qui ont été réalisés par 12 personnes. 12 personnes, ça me semble assez peu quand même. Surtout qu'au musée de la miniature et du cinéma de Lyon, il y a une expo sur Wes Anderson et on voit un peu les équipes, ils sont beaucoup quand même. T'avais vu ça là, à la Cinémathèque aussi à Paris ? Oui, ouais. Qui était génial. Ouais, incroyable. Ouais, j'ai adoré. Mais je pense qu'il y en a plus quand même. Il y en a plus, mais pas tant que ça. Je suis très surprise. Il y a seulement 27 personnes. Ah ouais ? En tout cas, dans les articles que j'ai trouvés. Peut-être 27 avec des postes officieux. Et puis après, t'avais les assistants. Ouais, c'est ça. Mais, les stagiaires non payés. 27 personnes, en tout cas, qui ont bossé sur les 17 décors. Et c'est assez incroyable parce que, du coup, l'île aux chiens, on est sur du cinéma d'animation en stop motion. Donc, plein de petites marionnettes qui sont les personnages principaux. Et après, il y a tous les décors. Et effectivement, la Cinémathèque avait fait toute une rétrospective sur Wes Anderson où il y avait ces décors-là. Et c'est absolument incroyable. Il y avait notamment un restaurant de ramen qui était représenté quand tu vois le nombre de détails de juste les petits lumignons. Enfin, c'était fou.
Je savais pas que t'étais fan de Disney, du coup cette question, celle-là me fait beaucoup rire. Small Worlds n'est pas qu'une attraction Disney. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le musée des miniatures d'Odaiba au Japon qui a ouvert en 2020 et qui met en scène plusieurs paysages japonais et du monde en général. Attends, quoi ? Ah, ok, oui, d'accord, ok. Moi aussi, tu vois, c'est pas qu'une attraction Disney, c'est plus, effectivement, mais il y a vraiment un musée qui s'appelle comme ça. De ce que j'ai lu, quand tu y rentres, t'as aussi une référence littéraire pour le coup, cinématographique. Tu rentres par le tunnel de Gulliver, en gros, donc tu deviens tout petit dans ce monde des géants. Ouais. Et voilà, et tu découvres... Enfin, géant dans un monde tout petit, pardon, dans ce sens-là. Et tu découvres justement toutes les miniatures. Il existe une maison de poupées hollandaise qui, à son époque de création, valait le prix d'une vraie maison hollandaise avec vue sur les canaux en plein milieu d'Amsterdam. Ça m'étonnerait pas. J'ai vu des brocanteurs qui trouvent des vieilles maisons de poupées victoriennes. C'est juste mirobolant. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est totalement vrai. Elle date du XVIIe siècle. Il y en a 3 qui existent de cette facture-là seulement. C'est vraiment des œuvres d'art à part entière. Ouais. Celle-là, elle contient près de 800 objets qui ont été faits pour... Il y a de la porcelaine, il y a de la menuiserie, il y a tout est fait. C'était une commande pour Petronella Hortman, qui était l'épouse d'un marchand de soie. Et en fait, elle s'en servait vraiment comme objet de collection pour montrer déjà sa richesse et puis faire la mondaine en faisant découvrir une salle différente par soirée à ses invités, tout ça. Et en fait, le degré de détail est tellement fou qu'on s'est rendu compte que dans certains tiroirs, donc fermés, il y avait reproduit les produits ménagers pour entretenir la maison, par exemple. Je veux voir immédiatement une photo. Alors attends, je vais te prendre ça tout de suite. On va faire. Mais attends, du coup, c'était pour une adulte. Elle jouait pas avec ? Non, pas du tout. En fait, les maisons de poupées. Mais quel gâchis. Les maisons de poupées, pendant longtemps, on n'a pas du tout joué avec. C'était pas des jouets pour enfants, c'était des commandes pour adultes, et plus dans cette logique de collection justement. Ouais, ok. Un peu, pas de souvenirs, mais juste de collection. Ok. Je vais te retrouver ça. Et en fait, j'en ai vu une. Je sais pas si, il me semble que c'est pas celle-là parce qu'elle là, elle a l'air d'être exposée pour la première fois depuis longtemps. Mais j'en ai vu une justement au Rijks Museum à Amsterdam, et c'est impressionnant. Enfin, déjà la maison est grande, mais le degré de détail, les papiers peints, les petites moulures, et en fait c'est un témoignage aussi de, comme ce que tu fais, c'est documenter finalement à quoi ça ressemblait à l'époque, les intérieurs de cette classe sociale-là et tout, et c'est très riche en informations, parfois plus que certains écrits et tableaux, quoi. Ouais. J'adore. Une espèce de capsule temporelle en fait. C'est ça, exactement. Je trouve ça fou. Tu vois le détail. Donc, ça me rend complètement zinzin par contre. J'adore. Là, je suis en train de montrer des photos et du coup, c'est vraiment la minute. Ouais, il y a jusqu'à la plume dans l'encrier. On est sur ce niveau-là. Ah non, c'est merveilleux. Et tout était fait à la main à l'époque. Enfin, oh là là. Tiens, c'est celle-là, Petronella Hortman. Tu pourras me l'envoyer sur Insta. Bien sûr. Je veux absolument voir ça. Petit jeu, c'était le petit jeu. On a joué au petit jeu. C'était marrant le petit jeu, ouais. Et toi, dans ta pratique personnelle, justement, est-ce que tu disais que c'était bricoleuse et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi avec d'autres supports ? J'en sais rien, est-ce que tu tiens des journaux intimes ? Est-ce que tu fais de la photo, ce genre de choses ? Alors moi, j'adorerais tenir des carnets, mais j'ai le gros problème, c'est que à l'inverse de la miniature, je ne laisse pas de place à l'erreur. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt finalement. C'est drôle parce que tu as dit tout l'inverse pour la miniature justement, mais en dehors de ça... en dehors de ça, en fait, dès qu'on sort du volume, je suis plus du tout à l'aise et j'arrive pas du tout à me libérer. Pour ça, je suis hyper admiratrice des gens qui arrivent à faire de l'illustration, tenir des carnets, parce qu'il y a une liberté énorme. Et enfin, moi, je rêverais d'arriver à justement m'exprimer par cette technique-là, mais c'est impossible. Donc... En même temps, je pense que tu mets quelqu'un qui fait des carnets absolument incroyables face à quelque chose en volume, en 3D, tu perds complètement la personne. Ouais, c'est pas du tout la même approche. Ouais. Et moi, ça me correspond pas du tout. Même tout ce qui est mise en page, j'adorerais être trop forte là-dedans, mais c'est une catastrophe. Vraiment, j'ai mis 6 mois à faire mon book, c'est un scandale absolu. Je te rassure, des personnes dont c'est le métier mettent plus de 6 mois aussi à faire leur book. Merci, mon Dieu. Ah non, c'est une de mes plus grosses hontes, je crois. Enfin, waouh, ça m'a mis au fond du trou en plus parce que j'étais hyper frustrée. Enfin, je vais vraiment bloquer sur des trucs comme ça parce que justement, j'arrive pas à me laisser aller, à expérimenter, juste tester. J'arrive pas du tout. Je suis complètement bloquée, quoi. T'as peur de l'échec ? Je sais pas si j'ai peur de l'échec, mais je suis agacée quand j'arrive pas à faire quelque chose. J'ai pas de patience. Du coup, je sais pas si c'est de l'ego
ou juste je suis pas du tout patiente au final, mais Parce qu'à l'inverse, t'es super patiente dans ton domaine d'expertise. Ouais, et je peux recommencer un objet 5-6 fois jusqu'à ce qu'il soit comme je le veux. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mais pour le reste, ça va directement m'agacer, quoi. Parce qu'en plus, je sens que c'est pas vraiment... En plus de pas réussir à faire ce que je veux, c'est pas exactement comme ça que ça devrait être. Enfin, j'arrive pas du tout à expérimenter, je prends pas de plaisir, en fait, finalement. Donc, bon, oui, non, mais c'est trop bien de le rappeler aussi. C'est pas parce que t'es créative que tu prends du plaisir à tout créer. Ouais. Et par contre, dans tout ce qui est fabrication d'objets, etc., je sais que... Bon, là encore, je reviens à ton compte Insta et TikTok, mais t'as fait une maison pour ton chat. Voilà, donc là on est sur du bricolage plus grand que la miniature, mais t'as quand même fait une maison et tout. Est-ce que les conceptions d'objets, de petits espaces comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu fais un peu de ton côté? En fait, j'aime bien la sculpture en général. Ouais. Donc créer des objets, enfin j'ai créé des petits des espèces de petits poissons, des petites grenouilles que je peins et j'en fais en série, je les offre. Enfin, j'aime bien faire ce genre de trucs. Justement en pâte fimo, en argile autodurcissante. Je fais ça en papier mâché et après je fais des tirages en résine, je fais des moules et je peins, je fais ça en série. Et j'avais, avant que mon TikTok marche, j'avais pour objectif d'en faire des aimants et de les vendre sur Vinted. J'ai complètement abandonné le projet parce que j'ai plus le temps. Ouais. Mais j'aime bien faire des trucs comme ça. Ça me plaît, quoi. Enfin, un peu tout et n'importe quoi, tant que c'est un peu à mon image et c'est organique et avec des couleurs que j'aime et je peux l'offrir à des personnes. Enfin, c'est trop cool, quoi. C'est quoi un peu ton image, si tu devais la résumer? J'aurais trop du mal. Les couleurs que t'aimes bien, tu vois, ce genre d'atmosphère. Alors moi, mon combo un peu préféré, c'est le vert anis et le bleu marine. Mais à part ça, j'ai pas l'impression d'avoir une identité, à part les miniatures, où je sens qu'il y a quelque chose qui se dégage de quand même similaire à chaque fois, enfin des thèmes récurrents. À côté de ça, c'est complètement aléatoire, vraiment. Et donc bon, c'est difficile de... Justement, ça m'a posé énormément de problèmes au début quand je voulais faire des études artistiques, parce que je me disais, mais en fait, j'ai aucune identité, justement. Mais ça se construit. Mais tu sais, je complexais énormément, enfin... Ouais. Mais je voulais créer, donc je faisais, mais tout ce que je savais pas comment m'exprimer, donc je faisais beaucoup je recréais des peintures, par exemple. Je copiais, je faisais des trucs comme ça. Pour créer, pour pouvoir m'amuser, en fait. Mais justement, la question de l'identité, ça a été hyper problématique pendant super longtemps. Et c'est que depuis vraiment que je fais de la maquette... que tu commences à trouver un petit peu... Que je commence à me dire, ok, bon là, je me pose pas trop de questions, je fais. Donc forcément, il y a une identité qui se dégage de tout ça, mais... Je trouve ça trop intéressant parce que, justement, je pense que c'est un peu le biais qu'on est nombreux à avoir. C'est quand tu te lances dans la création... T'as tout de suite envie d'avoir ton identité, ton truc, et tu t'autorises pas à avoir toute cette phase de test où tu testes des trucs, où tu copies parce qu'il faut bien apprendre. Ouais. Et en fait, tu reproduis pour comprendre et après faire à ta sauce, voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Parfois, te faire, j'en sais rien, moi, un usage de certaines couleurs pendant 2-3 productions, après dire oh là là, non, pas du tout, c'est pas fait pour moi. Pareil, tu vois, pour tes miniatures, j'en sais rien, utiliser de l'argile autodurcissante alors qu'en fait, tu préfères la résine, ce genre de choses. Ouais. C'est qu'en testant que tu apprends. Et je trouve qu'on se renvoie beaucoup de pression aussi à vouloir absolument avoir une identité forte. Ouais. Ce qui vient d'elle-même et qui parfois est là sans qu'on s'en rende compte aussi et les autres la voient avant nous, quoi. Parce que clairement, toi, dans tes miniatures, je trouve qu'il y a une identité qui ressort déjà. Je suis très enfantine. Elle est en train de... Non, alors attends. Fouiller. J'ai le chat qui a fait tomber la veste, qui essaye de rentrer dans la veste. C'est bon. Donc, très enfantine. Ouais. On va y arriver. Et c'est quelque chose que je cultive aussi énormément, même avec mes amis. Enfin, j'aime bien rester dans ce truc être un peu aussi dans ma bulle parfois, me couper un peu de la réalité, ce qui est c'est limite. C'est très anxiogène en ce moment. Ouais. Mais bon, j'essaye un maximum parce que c'est trop précieux et c'est aussi un moteur pour créer. Donc, je préserve ça énormément et j'en ai pas du tout honte. On me l'a beaucoup reproché, on s'est beaucoup moqué de moi pour ça, mais... Pendant tes études ? Non, plutôt dans l'adolescence. Ah ouais ? Tu vois, surtout avec ma meilleure amie. On était un peu... Ça me fait rire parce que juste avant de venir, je regardais nos photos de 2016, justement. Enfin, on était complètement en marge des autres gens de notre classe. Enfin, on était très enfantines. Moi, j'ai joué à la Barbie hyper tard. Je collectionne encore les pet shops. Enfin, c'est des trucs, je trouve ça trop bien. Je suis dégoûtée que les gens arrêtent de faire ça en grandissant. Je veux jamais arrêter, quoi.
S'il y a bien une chose que j'ai envie de retenir de cet échange avec Julie, hormis son incroyable talent, vraiment, c'est son approche très naïve, innocente, très instinctive, en fait, qui ressort et qui vient se mélanger à une pratique d'une discipline qui, elle, requiert énormément de technique, énormément de savoir-faire et d'attention, de réflexion. Et le mélange des deux compose vraiment à 100% son univers et rend ses créations uniques à leur manière, mais aussi me rappelle que parfois, quand on crée, c'est bien de aussi suivre ses envies, comme quand on était enfant et qu'on jouait dans notre coin, qu'on s'inventait des mondes. Moi, je le fais en racontant des podcasts, je me racontais des histoires quand j'étais petite. Et parfois, quand je réfléchis un peu trop à la façon dont je devrais procéder, qu'est-ce que je devrais raconter, comment le faire, surtout avec toute la pression qu'il peut y avoir autour pour faire écouter, faire découvrir ses créations, c'est bien de revenir aussi à soi et à cet élan qu'on pouvait avoir, encore une fois qui est assez naïf dans le sens où il est spontané, il vient de soi et il réfléchit pas plus loin. Et juste, il est là pour faire et pouvoir raconter des histoires. Et ensuite, la technique, oui, certes, elle est précise, pointue, mais elle suit. Quand on la maîtrise, plus on fait, plus ça vient naturellement et le geste se met au service d'une inspiration et d'une volonté qui le dépasse. Mais si tu crois qu'on va terminer cette conversation sur les miniatures de cette manière, tu te trompes. J'ai pour habitude de toujours terminer mes interviews avec une question un peu portrait chinois. C'est une façon de reboucler de façon assez légère avec la présentation de mon invité, histoire que tu en saches un petit peu plus, une fois encore, sur elle. Et comme bien souvent, je n'ai pas réfléchi à l'avance à la question que j'allais poser, elle est venue au fur et à mesure de la conversation. Tu serais quel Disney ? Oh waouh. Mais j'ai la réponse. C'est cadeau. J'ai la réponse. Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Mm-hmm. Voilà, inévitable. C'est l'entrée dans un autre monde. C'est dans mes références. C'est un monde incroyable. Enfin, au niveau des couleurs qui ont été imaginées par Marie Blair, qui est une illustratrice juste trop talentueuse, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il est très coloré, mais en même temps très sombre. Ouais. Il arrive à avoir un côté très anxiogène, en fait, pour un Disney. Et moi, c'est tout ce que j'adore. En fait, dès que c'est merveilleux, mais aussi un peu glauque, un peu effrayant. Tu disais Coraline tout à l'heure. C'est ce que j'adore précisément, parce que je pense que ça me rappelle un peu cette atmosphère qu'on peut retrouver dans les rêves, où il y a ce truc toujours un peu angoissant de c'est bizarre, tu vois, quand même, c'est pas naturel. Et moi, ça me fascine, j'adore. Et du coup, Alice au Pays des Merveilles, c'était un Disney qui me terrifiait quand j'étais petite, mais j'étais comme un peu obsédée par lui. Et en grandissant, je l'ai re-regardé 1000 fois. À développer cette obsession. Ouais, mais j'adorerais recréer des scènes de films aussi qui m'ont touchée et qui sont un peu immatérielles ou avec des perspectives un peu impossibles. Tu vas nous faire une David Lynch de la miniature. Ouais. J'adorerais. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du Clo-Clo Club. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie de te renseigner un petit peu plus sur la miniature. Tu peux d'ailleurs faire un tour au musée de la miniature à Lyon, si jamais. C'est un lieu absolument incroyable pour ça, où tu as toutes les miniatures de cinéma notamment qui sont exposées. C'est vraiment un lieu dont on a beaucoup parlé avec Julie hors micro. Donc je ne peux que te le conseiller. Voilà un petit bonus de cet épisode. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à partager le Clo-Clo Club autour de toi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à tes proches. Tu peux aussi me rejoindre @Clo-Clo Club sur Instagram et TikTok, où je partage pas mal de contenus annexes autour de la créativité, notamment au travers de petites BD. Et moi je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, parce que oui, le rythme du Clo-Clo Club change cette année. Je sors un nouvel épisode toutes les 2 semaines et j'alterne avec des épisodes en rediffusion, à côté desquels tu es peut-être passé et qui pourtant valent l'écoute. Bye!